France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Jusqu'au 31 décembre, dans le cadre du festival d'automne, Forêt et une déambulation étonnante à voir dans la grande galerie du musée du Louvre. Vous pourrez notamment observer de grandes toiles de maître, autrement, comme animées par le corps des danseurs et telles qu'imaginées par nos invités, la chorégraphe Anne-Theresa de Kersmaker et Nemo Flouret. Ils sont avec nous jusqu'à 12h30 dans l'entretien aujourd'hui de Bienvenue au club. 12h50, on ouvre grand avec vous les portes de notre club de lecture qu'a révélé la pandémie. À quelle révolution appelle les crises en cascade que nous connaissons. 2 livres, 2 penseurs dialoguent avec vous pour imaginer les bases d'un futur désirable. Le philosophe Paul B. Preciado, auteur de Dysphoria Mundi, et l'anthropologue Michel Agier pour La peur des autres. Une émission programmée par Henri Leblanc, préparée, coordonnée par Laura Dutèche-Pérez. Un parcours chorégraphique. Dans Forêt, on se promène dans les galeries du Louvre. On voit des tableaux et des danseurs, 11 en tout, d'abord plutôt endormis. Ils s'animent. Qui, me direz-vous, les tableaux ou les danseurs? Un peu des deux, peut-être. Bonjour, Anne-Theresa de Kersmaker. Bonjour. Bonjour, et bonjour à vous, Nemo Flouret. Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous les deux dans ce club consacré à la danse aujourd'hui. La danse est par essence un art éphémère, un art du mouvement aussi. Quand la peinture, une fois terminée, est statique, immobile, elle fige le temps. A priori, on pourrait se dire que tout oppose la danse et la peinture. Pourquoi vous avez choisi, vous, de les associer, Nemo Flouret? Je pense que ce paradoxe-là, en tout cas dont vous parlez, a été un des grands points de départ. La peinture est fixe, immobile, silencieuse, en 2 dimensions. Et nous, on se retrouve avec quelque chose éphémère, d'un instant, en mouvement, en 3D, quelque chose qui opère une sorte de circulation. Et j'ai souvent l'impression, en tout cas, que pour générer un chemin chorégraphique, les opposés fonctionnent bien ensemble. Donc, quelque chose de très petit et quelque chose de très grand, ou quelque chose de très immobile et quelque chose de très mouvant. Et cette différence entre la peinture et la danse nous a permis, je pense, de créer tout un chemin entre, en fait. Je pense que ça se joue beaucoup entre ce point A qui et se ce point B. retrouve au milieu. Voilà. Vous faisiez ce geste, Anne-Theresa de Kersmaker, de l'assemblage, de l'aimantation aussi, possiblement, entre ces 2 disciplines. Hein. Oui, effectivement, que les opposés s'attirent. Oui, on dit les comme ça. opposés s'attirent. Et en fait, c'est exactement une relation triangulaire entre le tableau, le danseur et le spectateur. Peut-être en arrière-plan encore le peintre, celui qui a cadré le regard, qui a choisi les couleurs, qui a choisi de comment figer le moment de cette action. Parce que avec Rosas, dans les 10 dernières années, j'ai fait plusieurs spectacles dans l'espace du musée, mais c'était la première fois qu'on abordait la peinture entre guillemets historique, cette narration. Nemo, de son côté, on s'est rencontrés il y a 3 ans dans un spectacle qui s'appelait Somnia, rêve dans le pluriel, qui partait de Songes d'une nuit d'été de Shakespeare et d'un texte de Kepler, de Johannes Kepler, le grand astronome qui a précédé Isaac Newton, et qui c'était une déambulation, une promenade dans une forêt la nuit. Et là, quand l'invitation est venue de la combinaison entre le Louvre et le Festival d'automne, il était presque évident qu'on allait collaborer ensemble pour créer, pour aller à la recherche, comment on peut faire en sorte que le spectateur perçoit ces tableaux d'une autre façon à cause de la danse et vice-versa. C'est-à-dire comment la danse est perçue différemment à cause de la peinture. Oui, parce que c'est une affaire de réception beaucoup pour le public qui déambule avec les danseurs à l'intérieur de ces galeries. Forêt, c'est une invitation, une sorte d'invitation à une retraite intérieure, tout en étant tourné, le regard tourné vers les danseurs et les tableaux. Quelle attention, quelle disposition vous sollicitez ou vous cherchez à créer chez le spectateur ?
Je pense que la situation ou la position du spectateur a été une découverte assez tardive dans le processus, parce qu'on a dû travailler avec beaucoup d'imagination. On a travaillé à Bruxelles, dans les studios de Rosas. Le musée n'était pas accessible en permanence, donc on a fait ce travail, je pense, assez imaginatif de comprendre comment le spectateur voyagerait à travers notre forêt. Et il s'est avéré finalement que, enfin moi ce que j'aime beaucoup et ce qu'on a trouvé, c'est l'idée de la forêt et de se perdre. Et il y a des très beaux moments justement dans le spectacle où les gens arrivent au début et sont un peu déroutés. Un peu déroutés. Déroutés parce qu'il ne se passe pas grand-chose au début. C'était l'idée, je pense, d'arriver à trouver une sorte de sas pour rentrer dans le monde de forêt, pour que les spectateurs puissent aussi rentrer dans un rythme qui est celui du musée, qui est aussi le rythme de cette grande architecture, de ces grandes distances, de la multitude de peintures, et en plus de rajouter une activité par-dessus ça. Je pense que c'était très nécessaire de rentrer dans le spectacle avec cette notion aussi de calme et de rien, pour pouvoir justement aller beaucoup plus à la recherche de chaque détail et de chaque petite scène qui rentre et qui se met en vie en face de ces peintures-là. Oui, parce qu'on a quand même souvent l'habitude de parcourir les musées au pas de course, surtout des musées aussi grands que le Louvre. Mais on pourrait citer la Tate à Londres ou le MoMA à New York. Ralentir, c'est une invitation à prendre le temps avec Forêt que vous nous proposez là, comme une réponse ou peut-être un contre-pied à cette accélération du monde qu'a décrit notamment un sociologue comme Hartmut Rosa. Le temps de la nature, Anne-Theresa de Kersmaeker, n'est pas celui des hommes. C'est peut-être aussi ça à quoi vous voulez nous faire réfléchir. Oui, c'est pas une invitation d'aller faire du jogging ou de la course, à part quand Nemo court comme dans Bande à part, qui fait peut-être une référence. Oui. C'est parce qu'il y a en même temps, il y a la nécessité de ralentir, mais il y a aussi l'urgence. Je crois que plus que jamais, on se trouve à l'intérieur, au point central d'une spirale, dans notre rapport à la nature, de comment vivre en tant que... Combien 8 milliards 8 milliards il y a 2 semaines, je crois. Oui, par rapport à la planète, il y a plus qu'une urgence. Dans le Louvre, dans l'aile de Non, il y a plein de tableaux qui, en même temps, nous invitent à réfléchir par rapport à notre histoire et spécifiquement par rapport à notre histoire, par rapport à la nature. Quel tableau, par exemple ? Je crois que la figure de Leonardo da Vinci, où il y a 6 tableaux. Leonardo da Vinci n'a pas peint autant. Il y a peint à peu près 14 ou 15 tableaux dans sa vie. La Mona Lisa se trouve à l'intérieur d'une figure en 8. Elle se trouve au croisement, vraiment au milieu. Mais le texte sur lequel finit le spectacle est un texte de Leonardo da Vinci, qui depuis un très jeune âge avait cette obsession. Il était obsédé par l'observation de la nature, que ce soit en anatomie, dans ses mécaniques, l'astronomie, mais principalement aussi, il était obsédé par des spirales, il était obsédé par l'eau, le mouvement du vent et la façon dont elle se manifeste dans la nature, mais dans le mouvement des cheveux, dans les draperies. Et il avait, alors qu'il était une personne, comment dirais-je, qui était plutôt dans la célébration de la vie, un certain optimisme avec un sourire, pas béat, mais mystérieux, qui peut-être, invitait à un certain optimisme, qu'il avait cette vision gauchemardesque de la fin du monde par le déluge, que le monde sera détruit par l'eau et la terre, et surtout que c'est l'homme, contrairement au loup, qu'on considère comme le plus grand prédateur, que c'est l'homme qui est le plus grand prédateur. Et il a fait ses drawings, il a fait ses dessins sur les déluges, mais qui ne sont pas présents. Je ne sais pas s'ils sont présents dans les parties des déluges du Louvre.
Non, je crois qu'il se trouve à Londres. Mais il y a bien, en tout cas, effectivement, au cœur de cette déambulation, la Joconde, Mona Lisa, dont vous parliez à l'instant, Anne-Theresa de Kersmaker. C'est vraiment intéressant parce que vous nous offrez aussi la possibilité de voir la Joconde comme on ne l'a jamais vue, avec très peu de monde autour, très peu d'appareils photo. Elle est un peu la vigie dans cette pièce que vous avez imaginée. Elle est assez discrète au début, en retrait. C'est plutôt elle qui nous regarde. Et tout à coup, en fait, on se rend compte qu'elle tient le premier rôle. Ça a été, je pense, une histoire complexe avec cette Mona Lisa qu'on a eue. On l'a mis de côté pendant très longtemps en la considérant comme un cas spécial. Tous les autres tableaux ont suivi un traitement, on va dire, très privilégié dans la sélection qu'on a faite, qui est d'une 40aine de tableaux. Et celle-là, on ne l'a pas intégrée directement à notre sélection, de par le fait, je pense qu'elle faisait partie de cette sélection naturellement. Elle est le point central de toutes les trajectoires qu'on fait. Et finalement, on y retombe souvent. C'est la clairière pour moi, cette salle des États, cette salle qui est au milieu de tout. Et cette Joconde-là. Et on avait, je pense, envie de lui parler ou lui raconter quelque chose, ou en tout cas la traiter d'une façon sans être directement en lien avec elle, donc en lui tournant le dos ou en tournant autour d'elle, ou en lui adressant une chanson, par exemple, mais sans forcément encore lui redonner un autre point de concentration clair. Et finalement, on est retombé encore dessus, c'est inévitable. Oui, je crois on était assez inspiré par la notion de l'ellipse. Et l'ellipse, c'est un cercle avec deux centres. Et on a toujours considéré qu'elle était un de ces deux centres, mais qu'il y a un autre centre. Comme dans le système solaire. On pense, c'est plutôt des formes elliptiques et pas des formes en cercle. Alors au départ, les danseurs sont plutôt seuls. Il y a cette solitude qu'on peut éprouver quand on rentre dans cette forêt, aussi pour le spectateur. Et puis ils vont se retrouver petit à petit, à plusieurs, au fur et à mesure. Ils vont rejouer par exemple les noces de Cana de Véronèse, jusqu'à courir au final en meute, comme une meute de loups, presque nus dans cette forêt, tout en hurlant. Vous nous offrez, on disait, la possibilité de voir la Joconde différemment, mais finalement toutes les toiles qui sont présentées là, parce que vos danseurs vont les animer au fur et à mesure. Ils vont, en tout cas, sortir du cadre. Et vous jouez aussi avec cette idée des seuils, les personnages des tableaux qui sortent du cadre, comme réincarnés par les danseurs. Et c'est une manière de nous donner à voir ces tableaux, cet art aussi, autrement. Mais, comment dire ? Je crois qu'on a essayé d'aborder ça d'une façon, entre guillemets, assez technique. C'est-à-dire, le point de départ était une chose non faite ou pas permis ou trop didactique ou simple. C'était l'imitation presque anatomique de ce qui se passe sur le tableau et de créer des lignes parallèles. On sait que les lignes dans la géométrie euclidienne, ce n'est que dans l'infini que les lignes se croisent. On sait depuis Einstein que le temps et l'espace sont courbés. Ouais. Donc, on s'est laissé guider par la sélection. Oui, de ne pas avoir peur de ce formalisme. Et depuis, dans la sélection, on s'est laissé guider par notre intuition. Nous ne sommes pas des historiens d'art. On n'est pas complètement incultivé non plus au niveau Et puis il y a Sébastien Haller et l'équipe du Louvre qui nous ont accompagnés d'une façon merveilleuse. Et puis il y a eu toute l'équipe des danseurs et Lisa Hennemann qui nous ont accompagnés dans le choix, qui nous ont invités à regarder certains tableaux dans les détails. En fait, c'est Leonardo da Vinci qui disait observez, prenez votre temps et commencez par les détails. Ce qui est étrange, parce que normalement on dirait commencer avec le tout, mais non, il disait... commencer avec les détails. Oui, commencer avec les détails. Comme ça, on s'est laissé guider. Et puis les danseurs, on a aussi donné l'espace à... des danseurs aussi qui viennent souvent de pays très lointains de cette histoire. C'est quand même principalement une peinture occidentale.
de laisser qu'est-ce qui marquait le regard, qu'est-ce qui intuitivement, émotionnellement, vers quel tableau ils étaient attirés. Quelle entrée dans le tableau aussi, Ouais. et intuitivement proposée à chaque danseur. Et ça, c'était aussi passionnant je pense, de sentir que, et même en parlant avec Sébastien Allard, qu'il n'y a pas forcément une règle pour lire de la peinture, il n'y a pas un chemin ou une formule à suivre. C'est très la première formule, c'est peut-être de prendre le temps, de se concentrer, de se laisser aller, de lâcher prise. Et c'était vraiment cette démarche-là, je pense qu'on avait envie de proposer aussi au public, d'aller dans un lâcher prise. C'est très beau les moments où les gens arrivent et sont en groupe, en famille, en couple, avec des amis, et je pense qu'il faut arriver à se séparer, à se perdre, à laisser de côté un peu pendant quelque temps sa vie ou sa journée. Et c'est ces moments-là, en tout cas pour moi, dans toutes les visites qu'on a fait au Louvre, on est venu une dizaine de fois en 2 ans au Louvre. Et ces moments-là où on se perd, où on se laisse aller tout seul et on se retrouve en face d'une peinture qui nous raconte rien comme ça, mais en prenant le temps, en se posant plus d'une demi-heure, les choses se passent. Et dans les tableaux, il y a beaucoup de postures, de figures très christiques. Il y a quand même aussi un retour au sacré qu'on retrouve à travers ces toiles. Et ça fait un changement d'époque dans un moment, dans le moment très païen dans lequel nous sommes. Ce qui contribue aussi au fossé qui s'est creusé entre les humains et les non-humains, comme dirait cette fois l'anthropologue Philippe Descola. C'est justement cette rupture qu'il y a eu entre nous et la nature, et à laquelle cette pièce Forêt fait aussi réfléchir. Ce n'est pas la première fois, Anne-Theresa de Kessmaeker, et vous l'évoquiez, que vous imaginez, vous, une pièce chorégraphique dans un musée. C'était déjà le cas avec Phase, les 4 Movements to the Music of Steve Reich que vous aviez imaginé au Centre Pompidou à Paris. C'était en 82, vous aviez déplacé la danse au musée, mais d'une autre manière. 40 ans après, 40 ans déjà, comment votre approche a évolué ? Oui, il y a, par rapport au travail dans le musée, il y a surtout Vortex Temporum de Gérard Griset, compositeur français, qu'on a transposé dans Work, Travail, Arbeit au Centre Pompidou. Mais oui, effectivement, en fait, je pense que pendant ces 40 ans, mon rapport a surtout été de développer différentes stratégies dans le rapport entre la danse et la musique. Et mon point de départ est très simple là-dedans, c'est-à-dire je cherche à trouver les moyens, les structures, les chemins pour que ce qui m'invite à danser dans la musique, ou ce que j'aime bien dans la musique, de trouver les moyens que un auditeur ou un spectateur, que je les amène par la main, par le regard, par les pieds, pour faire en sorte que la danse révèle ce que j'aime bien. Et on fait de la même façon, nous avons abordé développer une stratégie entre la danse et le visual arts. C'est qu'est-ce qui invite à regarder ce tableau différemment? And that's quite simple. Ça peut être assez simple. Tout simplement, ça demande du travail dans la lenteur, d'aller regarder les détails. Et effectivement, comme Nemo disait, ces peintures sont silencieuses, ces peintures sont immobiles, sont deux-dimensionnelles. Et puis, c'est de développer, comme disait Godard, développer ce qui se passe dans la marge, ce qui se passe entre, c'est le ciment entre cette immobilité, et de l'imaginer, et aussi de demander de fournir aux danseurs, to give them frameworks, de leur donner des cadres dans lesquels individuellement ils peuvent imaginer leur histoire. Donc c'est pas de l'imposer une lecture, mais de laisser la liberté, de fournir aux danseurs en même temps des frameworks d'improvisation presque, ou qu'ils puissent développer eux-mêmes une écriture qui en même temps, dans laquelle les spectateurs peuvent se reconnaître, lisibilité maximale, et en même temps dans lequel il y a une très grande liberté individuelle. On a cité déjà Armut Rosa, Philippe Descola, Jean-Luc Godard, on est pas mal, on va quand même peut-être évoquer Bach aussi.
Bach, avec ses variations Goldberg pour piano, et cette variation numéro 5, interprétée par Xian Wang au piano. Teresa de Kersmaker. Bach a été l'un de vos premiers compagnons de route dès 93 avec Toccata. Il sera aussi votre dernier partenaire pour les variations Goldberg que vous interpréterez en solo en avril, notamment en France à l'AMC 93. Vous avez toujours dit « Je suis d'abord une danseuse avant d'être une chorégraphe ». Vous allez faire vos adieux à la scène, vraiment, avec ces variations ? Non, du tout. Pas du tout. Qui vous a dit ça? J'ai lu ça. Pas du tout. Vous Au n'arrêterez contraire, jamais. je les ai dansés hier à l'Opéra de Rouen. C'était un vrai plaisir avec Alain Franco. Et ce ne sera pas votre dernière danse alors? Non, pas du tout. Hors de question d'arrêter. Eh ben c'est très bien, vous nous réjouissez. Vous retrouverez quand même Bach aussi pour la 6e fois à la Villette à Paris le mois prochain, avec cette fois les 6 concertos brandebourgeois. Cette rencontre, la rencontre entre la musique et la danse, cette fois plus entre la peinture et la danse comme on l'a évoqué avec Fauré. Pourquoi Bach et vous avez quand même le sentiment que vous parlez le même langage? C'est un peu comme Leonardo da Vinci ou Shakespeare ou Rembrandt. Bach, c'est pour moi, effectivement, c'est tellement de choses. C'est la lucidité ensoleillée, c'est la célébration de la vie, en même temps avec une très très grande conscience de notre mortalité. C'est la clarté dans les grandes structures, dans le détail, c'est la rhétorique. C'est la lisibilité totale, mais c'est aussi une grande structure sans être systématique. C'est ancré dans l'expérience humaine, c'est plein d'émotions, oui, c'est beaucoup de choses, c'est toujours plein de mouvements, non seulement parce qu'il y a des menuettes, des gigues, des sarabandes, des allemandes. Même dans la Passion selon Saint Matthieu, où il y a plein de mouvements de danse. C'est une œuvre gigantesque, le Bachwerkverzeichnis, il y en a 2025. C'est quelqu'un qui avait une superbe écriture. C'est quelqu'un qui a perdu ses parents quand il était très jeune, qui a eu 20 enfants, dont il y en a 10 qui sont morts. C'est Bach, quoi. C'est Bach, oui. C'est quelqu'un qui a commencé, qui vécut après la guerre de 30 ans, où la mort était très présente, où la grande déforestation de l'Europe a commencé. Oui, il y a tout dans Bach. Qui a écrit ses plus belles œuvres quand il est devenu aveugle. Bon, et il y a toute cette palette entre les variations Goldberg et les concertos brandebourgeois. Je ne sais pas à quelle époque il les a signés, vous allez nous dire. C'est vraiment ce qu'on entendra à la Villette à Paris avec le Biroc Orchestra et Amandine Beyer et cette proposition à l'instant. Pourquoi là vous ressortez le baroque, là on est dans l'univers total de cette pièce que vous présenterez à la Villette. C'est quel Bach? C'est quel Bach? Là on est dans quel Bach? Ouais. Vous nous avez fait une telle palette. Le Bach, le premier des 6 concertos brandebourgeois que Bach a écrit pas tout en même période. Le premier, il a été
repêché, comment on dit Repêché. Oui. Mais en fait, c'est le bac du milieu de sa vie, principalement quand il était à Köthen, où il avait en fait un sponsor, how do you say that? Un partenaire. Et un mécène. Un mécène qui... C'est la période où il ne devait pas écrire pour l'Église, comme après à Weimar ou à Leipzig, où il devait écrire pour les funérailles, et il devenait court, mais où il a écrit beaucoup de musique non religieuse, les suites pour violoncelle, les partitas, les concertos. Il avait des superbes musiciens pour lesquels il a écrit pour des musiciens et pour des instruments aussi, comme par exemple le 5e concerto brandebourgeois, spécialement parce qu'il y avait un nouvel instrument. Alors, on vous connaît bien, mieux en tout cas que des mots, hein, Teresa de Kerspecker. J'aimerais bien juste qu'on termine en vous présentant un peu. Teresa, vous êtes chorégraphe flamande, aujourd'hui une des figures de la scène européenne, comme Pina Bausch à l'époque, un peu avant, dont on retrouvera les danseurs sur la scène de l'Opéra de Paris ce mois-ci, en décembre, pour une reprise de Contact. Au Fleu français, Maurice Béjart, les Américains Martha Graham et Mercy Cunningham, Trisha Brown ou encore Lucinda Childs. Le XXe siècle était assurément celui de la danse. On va se projeter avec vous, Nemo Fleuret, dans le XXIe siècle. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet héritage? De quelle école de la danse vous venez? Je sais pas, c'est une grosse question. J'en suis au début aussi, j'ai 27 ans. J'ai envie en tout cas d'une danse qui représente un état actuel, dans le sens où au-delà juste d'une danse qui serait à l'image de ça, mais une danse qui se crée dans ce nouveau millénaire. Mais du passé, vous ne ferez pas totalement table rase? Non, je pense pas, Ouais. non, c'est sûr, le passé ne sera pas... après nous le déluge n'est pas forcément la devise actuelle, mais je pense qu'il y a une forme, en tout cas dans une arrivée dans ma carrière en tant qu'artiste, qui n'est pas toujours simple dans ce que ça raconte, dans la position de l'artiste aussi, quelle place prendre. Donc moi je m'inscris pour l'instant dans des endroits où la danse apparaît autre part que dans le théâtre directement. C'est venu un peu malgré moi, par envie d'aller danser ailleurs, d'aller trouver d'autres endroits, peut-être au reflet un peu de ce qui a pu se passer dans les années 80, mais plus dans une envie d'amener la danse autre part et d'aller à la rencontre d'autres façons d'écrire, de se laisser aussi porter par une intuition actuelle. La fin du monde n'est pas totalement arrivée, contrairement à ce que vous proclamez dans Forêt. On va imaginer une révolution du désir. Sébastien Thème, dans notre Bonjour, book Olivia. club aujourd'hui. Bonjour. Oui, on plonge dans la pensée du philosophe Paul Preciado. Il revient avec un nouveau livre, Dysphoria Mundi, publié chez Grasset. Il sera accompagné de l'anthropologue Michel Agier. Et vous pouvez encore nous dire si vous êtes des lectrices, si vous êtes des lecteurs de Paul Preciado. Le hashtag, c'est Book Club Culture, Olivia. À tout de suite. Merci beaucoup à vous.